Les pyramides, les temples, les tombeaux. Ces merveilles des temps passés renferment encore des secrets sous le sable de l'Égypte. Aujourd'hui, les avancées de la science permettent de décrypter les mystères du pays des pharaons. La technologie moderne nous permet de découvrir comment vivaient les habitants de l'Égypte antique et comment ils sont morts. Dans cet épisode, des symboles de l'Antiquité entrent dans l'ère moderne. Les scanners de dernière génération révéleront-ils les vestiges de la capitale antique de Tanis? Ils utilisent des aimants à la recherche de bâtiments sous terre. Les recherches sur l'ADN antique résoudront-elles l'affaire non élucidée de Toutankhamon? Tout le monde connaît le nom de Toutankhamon, mais on ignore toujours comment il est mort. La modélisation 3D apportera-t-elle un nouvel éclairage sur l'énigme ancestrale du Sphinx? Cela nous permet d'accéder au site comme jamais auparavant. Des vestiges de l'Antiquité exhumés, des indices perdus réexaminés, des objets anciens inestimables réanalysés à la lumière du XXIe siècle. Voici les derniers secrets d'Égypte. L'Égypte antique nous a laissé les icônes les plus célèbres de la planète. Des figures qui illustrent l'opulence d'un empire prospère. Des monuments devenus légendaires à travers le monde. Aujourd'hui, les scientifiques réexaminent des sites emblématiques sous l'angle du XXIe siècle. Grâce aux dernières technologies satellitaires, les archéologues étudient des cités de l'Égypte antique tombées dans l'oubli. L'archéologie spatiale a révolutionné notre façon de localiser les sites. Ils ont découvert une ville entière. Et au sol, grâce à la magnétométrie, ils peuvent désormais visualiser très loin sous la surface du sol. Aujourd'hui, nous disposons de multiples techniques modernes pour scruter sous le sol et trouver l'emplacement de ces cités. Tout le monde aime les histoires de cités perdues. 2011. Un satellite vole au-dessus de la cité légendaire de Tanis. C'est un nom célèbre dans la culture populaire, car dans les films d'Indiana Jones, c'est là que se trouve l'Arche d'Alliance. C'est donc un endroit qui sonne familier. Tanis se trouve à 160 km au nord-est du Caire, dans le haut delta du Nil. En tant que l'une des anciennes capitales de l'Égypte antique, c'était le siège du pouvoir il y a près de 3000 ans. Pour certains, c'est aussi l'endroit où le nouveau-né Moïse aurait été trouvé flottant dans un panier. Mais comme l'histoire de la Bible, il est difficile de distinguer réalité et fiction. Malgré sa taille et son importance, il y a peu de choses à voir sur le site de la ville où des milliers de gens sont censés avoir vécu. Bien que des fouilles aient lieu à Tanis depuis des siècles, les chercheurs pensent que la majeure partie de cette grande cité antique n'a toujours pas été découverte. Mais pratiquer des fouilles sur une si grande étendue dans le désert est extrêmement long et coûteux. C'est un long processus. Les fouilles sont idéales pour chercher quelque chose de la taille d'un tombeau. Mais vous ne trouverez pas une ville entière en pratiquant des fouilles. Les archéologues cherchent alors un moyen d'inspecter le site à distance, grâce aux images infrarouges d'un satellite orbitant à plus de 640 km d'altitude. En regardant les images satellites, on aperçoit les contours de bâtiments parfois immenses, et parfois les vestiges des murs d'anciennes cités. Du haut de son orbite, des milliers d'images sont prises et soumises à l'analyse multispectrale. Tanis semble s'étendre sur près de 220 hectares, soit plus de 300 terrains de football. Personne n'avait jamais vu l'incroyable étendue de Tanis sur une seule image. Ils ont découvert une ville entière. Alors, ils ont pu exhumer la totalité des bâtiments qui composaient cette capitale antique. Cette découverte est incroyable, mais l'histoire indique que Tanis pourrait cacher bien d'autres secrets que des vestiges de bâtiments.
1939. Tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, l'archéologue français Pierre Montet tombe sur un ensemble de monuments incroyables en Égypte. C'est un champ de ruines composé de blocs de pierre gravés immenses et de vestiges de statues colossales. Montet était aveuglé par les statues, les obélisques et les gravures. Tout en continuant à explorer le site, Montet découvre les vestiges d'un immense temple. Puis il tombe sur la plus belle récompense dont un archéologue pourrait rêver, un tombeau scellé et intact. En dégageant une partie du temple, il a découvert par hasard les tombes qui se trouvaient en dessous. Les tombes sont pleines d'objets anciens, les plus précieux jamais trouvés en Égypte. Les tombes étaient intactes, avec des cercueils en argent. On croit toujours que l'or a de la valeur, mais il y en avait tellement en Égypte que l'argent était bien plus prisé, car il fallait l'importer. Ce qu'il trouve éclipse toutes les richesses du tombeau de Toutankhamon. Quand il les a ouvertes, tout était en place. Les vases étaient tous alignés et le sarcophage était là, intact. Ces trouvailles sont impressionnantes. Mais la guerre frappant toute la planète, Montet doit mettre fin à ses fouilles. 80 ans plus tard, des images satellites indiquent que Tanis pourrait renfermer bien plus de secrets que ce que l'on pensait. Y aurait-il encore d'autres tombeaux intacts à découvrir ? « 2014. Une équipe d'archéologues français et de géophysiciens polonais arrive à Tanis. Ils veulent élargir les précédentes recherches pour découvrir les éventuels trésors qui se trouvent sous leurs pieds. Pour ce faire, ils utilisent la toute dernière technique de levée géophysique, la magnétométrie. La magnétométrie est une technique visant à détecter les différences de consistance du sol. Il y a des endroits du monde où les sites sont enfouis sous terre. On ne peut pas les fouiller, on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre. Alors ils utilisent des aimants à la recherche de bâtiments sous terre. Les scientifiques scannent plus de 20 hectares de la ville, le plus grand levé magnétométrique jamais effectué en Égypte. Ça leur a permis de voir la totalité de la cité antique. L'analyse des résultats révèle un degré de précision époustouflant. L'image est bien plus détaillée qu'avec une photo satellite. Les archéologues peuvent désormais visualiser cette ancienne cité prospère. Cela corrobore non seulement ce que les satellites ont découvert, mais c'est même mieux. On comprend où se trouvaient les zones résidentielles. Ils ont trouvé d'immenses bâtiments, des ateliers. Tout l'aménagement de la ville leur est apparu. Vous pouvez presque vous imaginer en train de circuler à travers la ville, en allant d'une maison à une autre, au coin de la rue. Voilà le niveau de précision. Les dernières techniques de levée géologique ont permis de révéler la cité antique de Tanis de façon extrêmement détaillée. Des découvertes qui n'étaient possibles qu'au XXIe siècle. On croyait tout savoir sur Tanis. Mais la technologie de pointe nous permet de redécouvrir la ville. À l'avenir, il est possible que les avancées de la science permettent de localiser d'autres richesses à Tanis. Et si les fabuleux trésors découverts par Pierre Montet n'étaient que les premiers parmi d'autres toujours enfouis sous terre? L'avenir nous le dira. Des scanners dernier cri redessinent la carte des sites de toute l'Égypte. Mais il y a encore énormément à découvrir. Grâce aux derniers gadgets leur servant à étudier les mystères de l'Antiquité, les archéologues tirent de nouvelles conclusions concernant les plus grandes figures d'Égypte. Le roi Toutankhamon. Toutankhamon est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité.
L'enfant roi est mort dans d'étranges circonstances à l'âge de 19 ans. Tout le monde connaît le nom de Toutankhamon, mais on ignore toujours comment il est mort. Depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, les gens se demandent ce qui l'a tué. Aujourd'hui, les dernières méthodes d'analyse génétique pourraient aider à découvrir les causes de sa mort. « 2005. Des scientifiques du musée du Caire enquêtent sur l'une des plus grandes affaires non élucidées de l'Égypte antique. Ils cherchent à savoir ce qui a tué Toutankhamon. Il reste beaucoup de mystères autour de la mort de Toutankhamon. La cause du décès n'est pas claire. Les chercheurs utilisent un scanner de type médical pour créer une image 3D en haute résolution du corps du jeune roi. Ça nous donne des informations sur son corps et ce qu'il peut nous apprendre. On espérait que ça nous éclaire sur les véritables causes de la mort. À l'examen des résultats, les experts remarquent quelque chose d'inhabituel. Le scanner révèle quelque chose de très intéressant sur la momie. Il semble qu'il y ait une fracture du fémur sur la jambe gauche au-dessus du genou. Au cours de sa vie, Toutankhamon a eu la jambe cassée. Serait-ce la cause de sa mort prématurée? Des indices provenant de son tombeau suggèrent qu'il aurait eu de dangereux passe-temps. Il y avait un grand nombre de chars dans le tombeau de Toutankhamon. La présence de ces chars dans son tombeau a alimenté les spéculations. Pour certains, les blessures de Toutankhamon révélées par le scanner seraient dues à un accident de char. Une jambe cassée pourrait s'être infectée et avoir entraîné une septicémie causant la mort. Mais une analyse plus poussée du scanner jette un doute sur cette théorie. La fracture est nette, il n'y a aucune trace d'infection. Ça n'était donc pas la cause du décès. Les experts cherchent d'autres pistes, rassemblant le plus d'indices possible. En plus du scanner digital, ils ont accès aux radiographies effectuées en 1968 lors d'un précédent examen du corps de Toutankhamon. L'enquête révèle quelque chose d'étrange sur l'une des images. En examinant la radio du crâne de Toutankhamon, ils ont repéré une zone sombre. Le cerveau avait été ôté lors de la momification, mais ils trouvent un petit morceau d'os à l'arrière du crâne. Voilà la preuve manquante. Il a dû recevoir un choc très violent à la tête, ce qui l'a tué. Les égyptologues se retrouvent face à une étonnante question. Toutankhamon a-t-il été assassiné? Pendant son court règne, Toutankhamon a fait face à une intense lutte de pouvoir. Certaines personnes autour de Toutankhamon auraient pu souhaiter sa mort. Il n'a pas d'enfant ni d'héritier. En l'éliminant, quelqu'un d'extérieur à la famille royale pourrait devenir pharaon. Les soupçons se portent immédiatement sur celui qui lui succède en tant que pharaon, un proche du nom d'Aï. Il existe encore une image d'Aï sur les murs du tombeau de Toutankhamon. On le voit administrer les derniers sacrements au corps inerte de Toutankhamon. On sait également qu'Aï succède au roi après sa mort, tout comme son général de l'armée, Horemheb. On sait qu'ils ont tous les deux réussi à devenir pharaons. Ils se sont peut-être débarrassés de Toutankhamon en le faisant tuer. L'assassinat semble des plus probables. Mais une analyse plus poussée des résultats de 1968 indique que le coup porté à la tête n'est peut-être pas la seule explication aux fragments d'os retrouvés sur la nuque de Toutankhamon. Pendant la momification, on retire le cerveau par le nez. Quand le crochet a été inséré dans le nez pour ôter le cerveau, cette partie du cartilage du nez s'est cassée et s'est retrouvée à l'arrière du crâne. Elle y est restée à l'embaumement, mais on l'a prise pour la cause de la mort. Ça fait partie du processus de momification. On ne peut pas l'interpréter comme étant la cause du décès. Le fragment d'os n'indique pas qu'il s'agit d'un assassinat.
L'enquête sur les causes de la mort de Toutankhamon n'est donc pas terminée. 2010. En réexaminant le scanner de Toutankhamon, les scientifiques remarquent quelque chose de nouveau. Une difformité dans les os de son pied. On remarque une importante nécrose osseuse sur son pied gauche. En général, on ne peut plus poser le pied, donc il faut une canne pour marcher. Il est possible qu'il ait eu ce qu'on appelle aujourd'hui un pied-bot. Cette malformation congénitale pourrait expliquer pourquoi on a retrouvé plus de 100 cannes dans son tombeau. Mais le pied-bot n'est pas la seule malformation découverte à l'aide du scanner. Il semble que Toutankhamon ait été en bien plus mauvaise santé que ce que les experts imaginaient. Toutankhamon a le palais fendu, une nécrose osseuse dans la jambe gauche. Il a de larges hanches, étant déjà affaibli, une maladie pourrait lui avoir coûté la vie. Ces maladies peuvent être courantes. Prises une à une, elles n'auraient pas suffi à tuer Toutankhamon. Mais l'association de ces pathologies a pu gravement altérer son état de santé. C'est peut-être la preuve qui va nous permettre de comprendre comment il est mort. Grâce à cette découverte, les égyptologues sont plus proches que jamais d'élucider le mystère de la mort de Toutankhamon. Mais pour étudier la pathologie de l'enfant roi, il va falloir d'autres recherches et révélations. La réponse finale nous échappe encore, mais avec l'aide de la science, peut-être plus pour longtemps. Les scientifiques ont conclu que Toutankhamon souffrait de problèmes de santé profondément ancrés qui ont pu lui être fatals. On sait que c'est un être chétif et faible, mais ça n'explique pas la cause exacte de sa mort. Les outils scientifiques d'aujourd'hui pourraient-ils leur permettre d'identifier pourquoi le corps de l'enfant roi était si fragile, en faisant appel à la pointe de la technologie d'ADN? Pourrait-il lever le voile sur les circonstances de sa mort? Les analyses génétiques pourraient-elles nous donner le fin mot de l'histoire? Les égyptologues tentent de déterminer si la mort de Toutankhamon serait liée à plusieurs problèmes de santé congénitaux et si certains pourraient être héréditaires. On a établi que Toutankhamon avait de larges hanches féminines et de la poitrine. Il tenait peut-être ces attributs de son père, car les sculptures, les tombeaux et les temples représentent aussi Akhenaton, avec de larges hanches féminines. Les scientifiques commencent à explorer la possibilité d'autres caractéristiques héréditaires. Sur les scanners, on peut voir que Toutankhamon avait un pied-bot. Ça laisse supposer qu'il souffrait peut-être de la maladie de Köhler, connue pour être héréditaire. Ceci est un précieux indice. La transmission de caractéristiques physiques de génération en génération laisse entrevoir une hypothèse explosive. La maladie osseuse qui est présente sur les restes de Toutankhamon montre qu'il avait peut-être une pathologie transmissible par des relations intrafamiliales. Pour les spécialistes, ces relations intrafamiliales pourraient avoir joué un rôle déterminant dans la manière dont un roi transmettait son droit divin. L'inceste est vu comme un moyen de garder le pouvoir au sein de la famille et de renforcer la divinité de ses enfants. L'inceste peut aussi révéler la manière dont le pharaon considère son rang dans la société. Les pharaons ne sont pas des Égyptiens ordinaires, ce sont des dieux incarnés. Le roi est le fils d'un dieu, donc les membres de sa famille sont aussi des divinités. Le pouvoir du pharaon était strictement gardé dans la famille à travers des relations incestueuses. Mais pour les scientifiques, il s'agit là d'un autre indice potentiel pour percer le mystère qui entoure la mort de Toutankhamon. Musée égyptien du Caire 2010. Alors que la génétique moderne progresse, les scientifiques se demandent si un ancien échantillon d'ADN de Toutankhamon et de sa famille pourrait enfin apporter la preuve d'une lignée incestueuse. On a développé des techniques spécifiques pour extraire tous les ADN encore présents dans ces échantillons.
Ça peut être un fragment d'os, de tissu mou. On peut alors séquencer cet ADN et voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'équipe de 2010 a confiance en sa procédure, mais cette démarche est extrêmement controversée. Quand on étudie d'anciens fragments d'ADN, il y a les croyants et les non-croyants. Les non-croyants sont beaucoup plus rigoureux, et cette étude a été réalisée par des croyants. La preuve scientifique est sujette à controverse, car les échantillons eux-mêmes ont des milliers d'années. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes ont touché le corps de Toutankhamon au fil des années. On ne peut pas assurer l'intégrité de ces échantillons. Comme j'ai pris part à ces analyses, je suis quasiment sûr que nous avons obtenu des résultats authentiques. Si les résultats sont conformes à leur hypothèse, le dénouement n'est pas seulement une véritable prouesse, il est aussi profondément choquant. L'ADN montre que le père et la mère partagent environ 25% de leur ADN, ce qui est caractéristique des relations entre frères et sœurs. La grande révélation, c'est que pour la première fois, on a pu prouver l'existence de relations génétiques dans une famille royale, ce qui était inédit. Les tests ADN montrent clairement que son père et sa mère étaient frères et sœurs. Toutankhamon est le fruit d'une relation incestueuse. Toutankhamon a peut-être souffert de maladies génétiques multiples, transmises par ses parents. Les problèmes de santé ne disparaissent pas. Ils ne font que s'accroître de génération en génération. C'est peut-être l'inceste qui a causé la mort de Toutankhamon. L'inceste n'a peut-être pas seulement tué Toutankhamon. Dans son tombeau, les archéologues réexaminent une sinistre découverte. Dans le tombeau de Toutankhamon, ils ont trouvé 2 bébés morts-nés. On pense que c'étaient ses propres enfants. Ceci pourrait être le résultat de complications liées à des rapports incestueux. L'inceste pourrait avoir mis fin à la lignée de Toutankhamon. C'est encore une théorie, mais les troubles génétiques complexes liés à la consanguinité pourraient expliquer la mort prématurée de Toutankhamon et la disparition de sa lignée. Pour beaucoup, ceci classe l'affaire qui fascine les égyptologues depuis l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, il y a près d'un siècle. Quand on examine les détails des pharaons iconiques de l'Égypte, on est en passe de découvrir comment les anciens ont vécu et comment ils se sont éteints. Mais pour les monuments égyptiens les plus emblématiques, les chercheurs doivent trouver des moyens novateurs de réinterpréter leur signification en se basant sur les vestiges. Ils doivent lire dans le passé avec un œil moderne. Le grand sphinx se dresse fièrement depuis plus de 4000 ans. Mais ce qu'il en reste aujourd'hui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'il était il y a des millénaires. Les sables du désert sont en mouvement perpétuel. Alors on ne sait absolument pas à quoi ressemblait le paysage à l'époque. Des spécialistes mettent au point un modèle en 3D du plateau de Gizeh tout entier. Ça a ouvert une nouvelle dimension. Ils espèrent remonter dans le temps pour voir le sphinx tel qu'il était. Je suis un explorateur du XVIIIe siècle. Je viens peut-être d'Italie, d'Angleterre ou de France. Je traverse les sables du désert et j'aperçois ces gigantesques pyramides. Puis, une tête qui dépasse du sable. Je m'y rends avec une équipe, je dégage le sable et je vois que c'est une tête avec un corps de lion. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis des centaines d'années, les égyptologues cherchent à résoudre l'énigme du grand sphinx. On ne sait pas ce qu'est ce sphinx, car les anciens Égyptiens ne nous l'ont pas dit. Il n'y a aucune scène représentant le sphinx dans les tombeaux, aucun papyrus. Ils ne nous ont rien laissé. Les spécialistes examinent le sphinx en lui-même. Il fait 20 mètres de haut pour 74 mètres de long. Le sphinx n'a pas été construit à partir de pierre. Il a été taillé dans la roche.
dans des couches de roches de 15 millions d'années qui dépassaient du sable. Mais les chercheurs se sont heurtés à un problème. Le grand sphinx qui se dressait devant eux était peut-être très différent de ce que les anciens Égyptiens avaient taillé. Périodiquement, le sphinx a été enseveli sous le sable durant des centaines, voire des milliers d'années. À d'autres moments, il était à découvert, il y a 300 ou 500 ans. Dans les années 1930, les archéologues déterrent le sphinx dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices. Ils ont révélé les pattes avant, le reste du corps et les cavités dans lesquelles le sphinx avait été taillé. Durant un siècle, les archéologues reconstituent minutieusement le puzzle pour déterminer quand le grand sphinx a été construit et qui l'a commandé. Le sphinx date sûrement de 2500 ans avant Jésus-Christ, sous le règne du grand pharaon Képhren, 4e dynastie de l'Ancien Empire. Ça ne fait aucun doute. Ce sphinx représentait le visage, le pouvoir et la grandeur du grand Képhren. Mais cette découverte ne fournit que peu d'indices sur la manière dont le sphinx a évolué au cours de ses 4500 années d'existence. À quoi ressemble le sphinx aujourd'hui par rapport à il y a 100, 200 ou 300 ans? Beaucoup pensent que son nez aurait été détruit par les troupes napoléoniennes il y a 2 siècles. On raconte beaucoup d'histoires sur le nez du sphinx. En réalité, il a été enlevé avec une sorte de pied de biche au Moyen-Âge. On voit bien les marques quand on regarde de près le visage du sphinx. Il y a un siècle, il a été libéré du sable qui l'entourait. Les archéologues ont découvert un corps en piteux état. Quand on regarde le sphinx aujourd'hui, on voit différentes couleurs, différentes sortes de roches. Il y a beaucoup de travail de réparation qui remonte à 3000 ans. Les égyptologues ont été confrontés à un énorme défi. Comment cartographier les changements d'apparence du grand sphinx? En 2000, Peter Dermanuelian, égyptologue à Harvard, lance un projet de recherche sans précédent. Il propose de propulser l'égyptologie dans le XXIe siècle en créant un modèle en 3 dimensions du plateau de Gizeh tout entier. On mélange la documentation archéologique habituelle telle que les photos, les cartes, les dessins avec la modélisation 3D. Jusqu'à présent, Peter et son équipe ont utilisé plus de 75 000 photos, 10 000 cartes et 4 000 dessins, afin de créer un modèle en 3 dimensions de Gizeh montrant différentes époques de son histoire. Si une photographie date d'il y a un siècle, on la compare à une photo actuelle et on repère d'éventuels changements. Les hiéroglyphes ont-ils disparu? Des éléments sont-ils recouverts de sable? La peinture s'est-elle détériorée? Aucun indice n'a été négligé. Les résidus de pigments rouges retrouvés sur le visage du sphinx, ou encore les traces de peinture bleue et jaune, ont été incorporés dans le modèle en 3D. Cela permet à Peter et son équipe d'accomplir une chose inédite. Trouver à quoi aurait pu ressembler le grand sphinx à travers les âges en appuyant sur un bouton. Je peux remonter jusqu'à l'an 1400 avant notre ère et regarder le sphinx au Nouvel Empire. Puis je peux retourner 1000 ans plus tôt et voir à quoi aurait pu ressembler le sphinx durant la 4e dynastie. C'est un procédé du XXIe siècle pour enquêter sur les monuments antiques qui prend en compte des décennies de recherche. Quand on fait un modèle en 3D, on doit toujours décider ce qu'on construit. Est-ce qu'on construit ce tombeau en 2500 avant Jésus-Christ, en 1920 quand il a été mis au jour, ou essaie-t-on de le montrer tel qu'il est aujourd'hui? Avec le plateau de Gizeh à portée de main, le grand sphinx, les temples anciens et les pyramides prennent vie. Parfois, on peut faire des découvertes intéressantes, car on a une perspective en surface, sous terre, en survolant, en volant dans l'espace, dans des endroits inaccessibles à un simple mortel. On peut tourner autour du monument et le survoler. Ce que je préfère, c'est aller sous la surface, plonger dans un puits funéraire, et même me mouvoir dans la roche et avoir une vue de Gizeh à travers ces tombeaux.
Ce modèle en 3D offre un accès sans précédent au site égyptien le plus célèbre de tous les temps. Il permet aux chercheurs de voir le site de Gizeh tel qu'il était à diverses époques, étalé sur des milliers d'années. Cela permet d'avoir un accès qui était impossible jusqu'alors. Si on va à Gizeh aujourd'hui, une tombe risque d'être recouverte de sable, détériorée ou inaccessible. Désormais, on peut y aller virtuellement. À l'avenir, la technologie va nous emmener encore plus loin dans l'archéologie virtuelle. Même des monuments emblématiques uniquement documentés par des archives anciennes peuvent être réexaminés et ramenés à la vie. Des monuments qu'on pensait perdus à jamais. Le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Le phare d'Alexandrie était gigantesque. Le phare d'Alexandrie est l'un des premiers gratte-ciel de l'Antiquité. Et c'est aussi l'origine de tous les phares encore utilisés aujourd'hui. Durant des siècles, cette structure mythique guide les navires pour les mener au port. Et au cours d'une nuit, il disparaît. C'est un vrai mystère. Qu'est-il arrivé au grand phare? Aujourd'hui, la technologie de plongée sous-marine conduit l'exploration dans des endroits autrefois inaccessibles. Cela pourrait résoudre le mystère qui entoure le plus grand monument d'Alexandrie. Partout dans le monde, des scientifiques utilisent des techniques d'imagerie dernier cri pour recréer des monuments disparus. Avec seulement quelques vestiges, ils peuvent faire renaître une structure antique. Mais pour cela, les archéologues doivent d'abord retrouver des éléments vieux de plusieurs millénaires. C'est l'une des tâches les plus ardues qui soit. Surtout lorsque la structure en question était érigée à proximité d'une mer déchaînée, comme le phare d'Alexandrie. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquiert l'Égypte. L'ambitieux général grec veut alors une capitale pour cette nouvelle partie de son empire. Il souhaitait établir un poste de traite qui serait éloigné de l'Empire perse contre lequel il était en guerre. La ville qui porte son nom devient alors la première métropole de l'histoire. Mais pour que la cité rayonne, Alexandre le Grand doit faire face à un immense défi. Les courants de l'est de la Méditerranée sont connus pour être très complexes. Les navires devaient être guidés la nuit pour se sortir de ces eaux agitées. La solution, une flamme brûlant au sommet d'une tour dont la taille, démesurée, était inédite jusqu'alors dans le monde antique. Le phare d'Alexandrie faisait 100 mètres de haut. C'était le deuxième plus haut monument après les pyramides du plateau de Gizeh. Aujourd'hui disparu, personne ne sait exactement à quoi il ressemblait. Alors les chercheurs se penchent sur des représentations de l'époque à la recherche d'indices. Il existe des représentations du phare d'Alexandrie, notamment sur des pièces. Mais c'est compliqué de reproduire un bâtiment de 100 mètres de haut à partir d'un dessin sur une pièce de monnaie. On a aussi une sépulture qui se trouve en Égypte et qui date de cette période. Il s'agirait non seulement d'une structure contemporaine au phare, mais surtout d'une copie réduite. Cette réplique est ce qui se rapproche le plus de l'original. Mais elle est largement plus petite que le vrai phare. Cela semble inimaginable qu'un bâtiment de près de 100 mètres de haut ait pu disparaître sans laisser de traces. C'est un grand mystère. Qu'est-il arrivé au phare? Comment a-t-il été détruit? Les chercheurs se demandent si la réponse pourrait se trouver sur les cartes géologiques de l'Égypte. Une tragédie survenue au XXe siècle va leur apporter quelques éléments de réponse. Octobre 1992. Un séisme de 5,9 sur l'échelle de Richter secoue l'Égypte. Selon les géologues, le pays se trouve à proximité de 3 frontières de plaques tectoniques.
Le mystère de la destruction du phare d'Alexandrie semble en partie résolu. À chaque fois qu'un séisme touchait le bassin méditerranéen, le phare s'abîmait un peu plus. Avec le temps, entre les tremblements de terre, la vétusté et l'abandon, il a fini par s'effondrer. Le phare a disparu sous les flots. Les archéologues vont alors devoir plonger à sa recherche. Mais le temps leur est compté. « 1994, c'est l'effervescence à Alexandrie. Dans toute la ville, des archéologues exhument des objets avant qu'ils ne soient détruits par l'urbanisation. Dans le port, des plongeurs étudient le fond marin avant qu'un nouveau brise-lames ne ravage tout. Ils travaillaient sous haute pression en s'assurant que leur travail soit appliqué, méticuleux, scientifique et bien documenté. Au cours de leurs recherches, ils découvrent d'étranges vestiges, et notamment des blocs de pierre qui pourraient appartenir à l'ancien phare. On a retrouvé d'énormes blocs de pierre. Certains pesaient jusqu'à 75 tonnes. Vous imaginez? C'est le genre d'échelle dont on parle quand on parle du phare d'Alexandrie. Mais il n'y a pas que des blocs de pierre. Les plongeurs font d'autres découvertes fascinantes. Ils ont trouvé plusieurs statues gigantesques, d'une taille monumentale. Ils ont mis la main sur des piliers qui faisaient partie du phare, ainsi que sur des statues de Ptolémée II, ce qui correspond à l'époque où le phare aurait été construit. Ce sont les premières preuves attestant qu'il s'agit bien des vestiges du phare. Beaucoup pensent y voir un schéma permettant d'expliquer comment le phare se serait effondré. Une image qui pourrait permettre aux chercheurs de recréer numériquement ce monument de légende. Le défi qui se pose est de reconstituer, au moins sur papier, la façon dont les blocs étaient assemblés. Cela nous permettrait d'obtenir une meilleure idée de ce à quoi pouvait ressembler le phare. Des fragments du phare sont mis au jour progressivement. De là à savoir si on pourra un jour le reconstruire à partir de ces éléments, cela fait débat. Les scientifiques tentent d'établir un schéma à partir des vestiges du phare, en se basant sur chaque bloc de pierre retrouvé dans le port. Peut-être parviendront-ils un jour à produire une représentation plus précise que ce qui a été fait jusqu'à présent. Incontestablement, l'archéologie sous-marine n'en est qu'à ses débuts. Les techniques pour faire avancer ce domaine sont en plein développement. Il est certain que de nouvelles découvertes seront réalisées dans le port d'Alexandrie concernant le phare. Autrement dit, dans un futur proche, les archéologues pourront peut-être reconstituer numériquement le phare d'Alexandrie, pierre après pierre. D'immenses mystères sont désormais à portée de main, grâce à des techniques archéologiques modernes et des technologies numériques avancées. Mais les découvertes physiques demeurent la référence ultime en matière d'archéologie. Les fouilles peuvent résoudre des mystères de l'Antiquité. Elles peuvent aussi prouver que certains mythes contiennent une part de vérité. Le roi Scorpion, l'un des plus anciens rois de l'Égypte antique. Le roi Scorpion est une figure légendaire. Mais qui était-il et a-t-il vraiment existé? Certains pensent que ce roi légendaire a joué un rôle fondamental dans l'un des événements clés de l'Antiquité, l'unification de l'Égypte. 3200 avant notre ère. L'Égypte est une nation divisée où la violence règne en maître. C'était un endroit régi par la loi du plus fort, où des chefs en guerre s'affrontaient pour obtenir la suprématie. Selon les régions, il y avait différents chefs qui se considéraient comme des rois, donc il y avait de nombreux conflits entre eux. 5 millénaires plus tard, cette période est devenue source de légendes où réalité et fiction sont quasiment indissociables. Très peu d'objets ont été conservés intacts. Alors en 1897, une découverte va bouleverser la recherche.
Des archéologues qui travaillaient dans le sud de l'Égypte ont découvert une énorme tête de massue. Une massue était un sceptre que les rois utilisaient pour exercer leur pouvoir sur leur peuple. Cet inestimable objet aurait-il un lien avec une légende immémoriale? Elle représente un roi sous une forme qui correspond à ce que l'on sait de l'art égyptien. À côté de sa tête se trouve le dessin d'un scorpion, le roi scorpion. Depuis la découverte de cette tête de massue, la légende du roi scorpion a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il est à la tête d'une franchise hollywoodienne qui le dépeint comme un féroce guerrier. Pourtant, son existence reste un mystère. 1988, une équipe d'archéologues allemands réalise des fouilles à Abydos, dans le sud de l'Égypte, dans l'un des plus anciens cimetières royaux du monde. Abydos est la première vallée des rois. C'est là que les plus anciens rois d'Égypte sont enterrés. Les archéologues ont découvert ce qui ressemblait à un tumulus et ils ont décidé de creuser. À l'intérieur, ils ont trouvé un enchevêtrement de pièces incroyablement complexes et relativement étendues. Il y avait des glyphes de scorpions sur tous les murs. Quand on voit une telle profusion d'honneur, c'est que la personne qui est enterrée dans cette tombe était quelqu'un d'important. Les archéologues effectuent une datation au carbone 14 sur les matériaux retrouvés dans la tombe. Les résultats indiquent l'an 3150 avant notre ère, qui correspond à la plus ancienne de l'histoire égyptienne. Il pourrait s'agir du tombeau de l'un des plus légendaires rois d'Égypte. À notre connaissance, la tombe d'Abydos est le tombeau du roi Scorpion. Jadis considéré comme un mythe, le roi Scorpion semble avoir bel et bien existé. Mais jusqu'où s'étendait la puissance de ce roi guerrier? 2009. Des chercheurs étudient les vestiges retrouvés dans le tombeau du roi Scorpion. À Abydos, les archéologues ont découvert des sceaux représentant le roi Scorpion. Mais ils ont également retrouvé des restes de milliers de bouteilles de vin. Contre toute attente, ils sont originaires de Palestine, à 600 km de là. Pour pouvoir importer des produits depuis la Palestine, il fallait disposer d'une importante route commerciale et il fallait pouvoir protéger cette route. Le fait que l'on ait retrouvé des centaines de bouteilles de vin dans la tombe du roi Scorpion indique qu'il était assez puissant pour contrôler la zone qui le séparait de la Palestine. Il s'agirait donc d'un roi puissant. Il reste néanmoins difficile de répondre à toutes les questions concernant des personnages ayant vécu il y a 5000 ans. Les chercheurs se penchent à nouveau sur le premier roi connu de l'Égypte antique, le roi Narmer, à qui l'on attribue l'unification de l'Égypte au cours d'une période connue sous le nom de Première Dynastie. Narmer est le premier vrai pharaon. On connaît son nom, on sait qui il était et quand il a régné. Le portrait de Narmer se trouve sur un objet appelé la palette de Narmer. On peut y admirer l'histoire détaillée de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. Dans un élan d'inspiration, des chercheurs ont comparé le portrait de Narmer à la représentation du roi Scorpion, figurant sur la tête de massue. Certains archéologues pensent que le roi Scorpion et le roi Narmer sont en fait une seule et même personne. Quand on les regarde côte à côte, on voit le roi Scorpion portant la couronne blanche et le roi Narmer portant la couronne blanche. Leur posture est quasiment identique. Ces preuves ne sont pas formelles, mais si cette théorie était avérée, cela voudrait dire que le légendaire roi Scorpion a été un personnage clé dans l'unification de l'Égypte et dans la création du premier État-nation au monde. D'une certaine manière, cela ajoute au mystère du roi Scorpion. Qui était-il? D'où venait-il? Le fait qu'il ait vraiment existé ne fait presque plus aucun doute. Mais en l'absence de preuves physiques, l'histoire demeure insaisissable.